Alors, Madame Grollet. Je vous remercie, Monsieur le maire. Oui, c'est une délibération de principe qui vise à acter des prises de compétences supplémentaires et le changement du siège de Metz Métropole. Je n'insisterai pas sur ce bâtiment que, personnellement, je n'appellerai jamais la maison de la métropole, vu sa grandeur. C'est un abus de langage, hein. Acheter un siège avait un sens, évidemment, mais l'acheter très cher dans une procédure bloquée sans marché public, c'est une faute. S'installer sur l'emplacement du pôle multimodal et du dépose-minute, regretter, c'est une faute. Et aggraver la bétonisation du quartier au lieu d'avoir choisi un site de prestige, on n'en manque pas à Metz, un site à rénover, c'est une faute. Quant aux nouvelles compétences prises par le département, prises au département, ce soir, pour participer au conseil municipal, j'ai dû quitter la commission des finances de Metz Métropole avec ce soir un ordre du jour qui était obèse. On avait une quarantaine de points à voter, 90 pages rien pour le texte des délibérations, et avec le corps des décisions et les annexes, c'était des milliers de pages à étudier. Et comment un élu peut-il voter en connaissance de cause autant de documents dans autant de directions? La métropole enfle ses extensions de compétences. Le département de Moselle, on le voit, ne veut pas lâcher l'emprise économique. Les doublons sont partout, y compris entre Metz et la métropole. Les couches du millefeuille s'alourdissent avec des satellites, des sociétés tous azimuts. Bref, c'est le contraire de l'efficacité des économies d'échelle qu'on nous avait promises avec les réformes territoriales. On est parti du modèle de la République française qui était commune, département, État. Et aujourd'hui, c'est l'intercommunalité, grande, trop grande région et Union européenne qui concentre, c'est le nouveau triptyque qui concentre le pouvoir et l'argent public. Il n'y a pas de fatalité à cela. Il est indispensable que la métropole se concentre sur l'exercice de ses compétences avec des priorités claires et que la ville de Metz en fasse autant. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Lalou. Oui, merci, monsieur le maire. Juste, il y a Madame Grollet qui n'interviendra pas sur le point. Voilà. Alors, quelques observations suite à la lecture de ce rapport, notamment en ce qui concerne le stationnement. Donc, en premier lieu, on a bien compris que la question du stationnement était avant tout devenue une raison fiscale pour la collectivité. Hein. Nous avons des recettes en constante augmentation, et ce, à mon avis, à notre avis, au sens des commerçants messins, car c'est d'autant de dépenses que les clients n'effectueront pas dans différents commerces. Alors, qui dit avoir du stationnement accessible, dit avoir une dose, je dis bien une dose et non pas une entièreté de gratuité. Une dose de gratuité, hein, c'est évidemment un élément d'attractivité, hein, ce n'est pas le seul facteur bien sûr, mais c'en est un pour un centre-ville. Et il est assez agaçant de constater qu'une fois de plus, on considère ceux qui nous visitent comme des vaches à lait, surtout quand ces recettes contribuent des dépenses superflues auxquelles ça donne la ville de Metz depuis déjà quelques années, y compris ces derniers mois. Enfin, je rappelle qu'au même moment, les élus de gauche et de droite d'hier et d'aujourd'hui, hein, dans d'autres communes et au sein de la métropole, ont favorisé au même moment la bétonisation avec des zones commerciales qui elles, pour le coup, disposent bien souvent de parkings gratuits, sans oublier Mus qui délocalise le centre-ville et qui, en l'occurrence, propose 2 heures de gratuité hein, dans son parking. C'était d'ailleurs rappelé hier lors de la commission mobilité de Metz Métropole hein, que le parking Mus affichait de très bons résultats, à l'inverse du parking voisin qui est le Pompidou. Alors, dans le détail, on notera la faible part de Bonjour Metz, qui est de 0,2 des 52% des paiements dématérialisés, hein, c'est-à-dire rien. C'est un indicateur qui nous renseigne une fois de plus sur le manque de visibilité de ce dispositif et la capacité essentiellement par manque de volonté de la ville de Metz d'en faire une véritable promotion, une véritable communication autour de cette offre. Et nous rappelons je rappelle que lors de la campagne municipale, nous avions proposé nous-mêmes 2 heures de stationnement gratuit dans le but d'envoyer un signal fort aux Messins et à ceux qui veulent venir faire des achats à Metz, puis une totale gratuité jusqu'au solde d'hiver afin de répondre aux conséquences économiques du premier confinement. Depuis, évidemment, nous en avons connu un deuxième et cela est donc plus nécessaire que jamais.
Par la suite, vous-même, candidat, avez parlé d'un électrochoc, je cite, hein, pour sauver le commerce messin. Eh bien, à défaut d'avoir appliqué votre promesse en 3 mois gratuits à Metz pendant l'été, ce sont les commerçants messins qui ont subi un électrochoc de plus, et celui-ci très dommageable avec le deuxième confinement. Vous parliez aussi d'un engagement qui coûte, mais qui est indispensable à la survie de nos commerces, engagement qui, au mieux, a mis du temps à aboutir puisque la réalité vous a rattrapé, monsieur le maire. Hein, vous vous êtes résolu à apporter un début de solution avec les 50 minutes de gratuité afin de, je vous cite toujours, faciliter au maximum les déplacements et les stationnements des clients en rendant le parking gratuit sur plusieurs zones de Metz. Donc c'est un peu tardif, pardon, et très en deçà de votre engagement initial. Vous vous rappelez, donc à travers ces différentes déclarations et vos engagements apportés, vous rappelez donc le lien qu'il y a entre le prix du stationnement et l'attractivité commerciale, l'attractivité d'un centre-ville, car pour ce faire, encore faut-il y accéder. Alors c'est somme toute votre version du en même temps, hein, après ne pas avoir tenu votre promesse durant l'été. Enfin, j'en termine en disant qu'il faudra tirer les conclusions sur le plus long terme en introduisant une dose de gratuité plus importante, car Metz la commerçante n'a pas attendu la crise sanitaire pour éprouver des difficultés, et celles-ci ne se seront évidemment pas résorbées avec la fin du deuxième confinement. Je vous remercie. Bien. Donc, Madame Grollet. Elle Je s'exprime n'ai pas pas. demandé la parole, merci. Bon, Madame Voinson. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voulais intervenir sur 2 points. C'était déjà le point du golf, hein, par rapport au golf. Depuis la signature du contrat du 15 juin 2006, le chiffre d'affaires l'a baissé pour passer de 500 000 € à 900 000 € pour le dernier bilan 2019. C'est une bonne chose. Le nombre de licenciés continue cependant de baisser, malgré l'augmentation du nombre de golfeurs en 2019. L'augmentation du chiffre se situe sur la partie enseignement. L'initiation gratuite à la pratique du golf nous permet de voir que c'est une excellente méthode pour la connaissance de ce sport et attirer de nouveaux pratiquants. Le golf a enfin pu réouvrir samedi dernier, activité qui a été empêchée pendant les plus belles saisons. Ces mois de restrictions gouvernementales vont peser sur le résultat de l'année 2020. Il s'agira d'être attentif lors du renouvellement du contrat de DSP en 2021 afin de soutenir cette activité suite à l'ouverture du 3e golf cette année dans la métropole messine. Je voulais intervenir également sur les arènes. Les arènes de Metz accueillent de nombreux événements toute l'année, rencontres sportives, concerts, spectacles, rendez-vous politiques, économiques, ainsi que toutes les associations qui y proposent leur activité, des salles de réunion, de réception. Cependant, nous pouvons constater une baisse régulière du chiffre d'affaires et du nombre de manifestations depuis 2017. La mise en place du stationnement devenu payant cette année-là, avenue Louis des Bonheurs, a eu une incidence sur la fréquentation des salles annexes sous-utilisées par les clubs sportifs et les associations. C'est pourquoi nous proposons la mise en place de 2 heures de gratuité du parking aux abords des arènes afin d'améliorer la fréquentation du site tout en évitant le stationnement pendulaire. La proximité du Palais des Congrès a eu également une incidence sur les réservations et les événements des arènes. C'est une concurrence frontale et directe. Nous espérons vivement une reprise à la normale des activités. Je vous remercie. La parole à Madame Voinson. Oui, Monsieur le maire. Je voulais donc prendre le point concernant le Mirabel TV. Nous constatons qu'au bout de 10 ans d'activité, la chaîne Mirabel TV est toujours en difficulté financière et en déficit constant depuis sa création. L'examen du dernier bilan 2019 est déficitaire, la structure est endettée et affichera un report à nouveau négatif de moins 534 198 € en 2020, soit plus de la moitié du capital. Pourtant, la société a déjà bénéficié d'une augmentation de capital de la TV au Weiten de 100 € de la ville de Metz et 150 000 € de Metz Métropole en 2016. On nous annonce que l'entrée au capital de Mirabel TV venait en contrepartie de son installation à TCRM Blida pour un futur pôle multimédia que nous attendons toujours. C'est un mirage, finalement, Via Mirabel ira à Saint-Symphorien. Quelle est la capacité de Via Moselle
anciennement Mirabel TV, à répondre aux ambitions annoncées d'augmenter la production et la diffusion des programmes locaux. Quelle est sa liberté éditoriale, contrôlée à 50% par un syndicat mixte, lui-même dépendant du département, puis à 30% par Metz et son agglomération, et enfin à 15% par le Crédit Mutuel et son groupe de presse Sebra. Quels seront ses moyens alors que sa situation financière est plus que fragile et que ses recettes dépendent de subventions publiques pour son déménagement à venir et ses investissements de matériel de diffusion? Pour faire rayonner nos richesses, faire connaître les initiatives locales, c'est un projet que nous soutenons, mais à condition de ne pas consolider les comptes et la structure financière par de l'argent public. Je vous remercie. Bien, Madame Grollet. Oui, monsieur le maire. Ça y est. Voilà, excusez-moi pour ce Larsen. Je souhaitais intervenir pour vous interroger donc à propos de la SEM Metz Technopole sur le projet de Blida. Puisque on se souvient que cette SEM a connu une augmentation de capital en 2019. D'abord, Metz et Metz Métropole ont mis 500 000 euros chacune pour donc monter au capital. Les banques sont venues également, et enfin la métropole a apporté un certain nombre donc, de terrains à un prix défiant toute concurrence, d'ailleurs, ou de bâtiments, pour donc capitaliser cette SEM et lui permettre d'engager donc de grands travaux à Blida. Et on a appris donc après les élections, avant les élections, vous ne disiez rien sur Blida, mais une fois élu, vous avez commencé à poser des questions et vous interroger sur donc l'opportunité sur l'avenir finalement de ce tiers-lieu messin et sur l'opportunité de réaliser ces grands travaux. C'est beaucoup d'emplois actuellement qui sont en jeu. C'est un développement dans le numérique qui est tout à fait important pour notre territoire, qui sont donc en attente donc de savoir ce qui va advenir de ce projet, sachant que pour notre part, nous avons toujours été réservés sur une partie de l'activité de Blida, donc je ne confonds pas l'activité peut-être un peu festive qui était pas forcément créatrice d'emplois ou du moins extrêmement subventionnée, avec l'activité, porteuse d'avenir, que ce soit entre les liens entre numérique et culture, entre numérique et environnement, ou tout simplement les startups qui se développent et dont certaines qui font vraiment briller notre territoire maintenant au-delà de Metz. Alors, j'étais pendant un an l'année dernière, au titre d'élu régional, j'étais au conseil d'administration de la SEM Metz Technopole et je me suis prononcée justement avec beaucoup de réserve sur ces augmentations de capital, sur ces apports financiers, étant personnellement ayant analysé déjà ces grands travaux à 12 millions d'euros qui étaient prévus, et n'étant pas forcément convaincu par les explications de Thierry Jean sur leur caractère indispensable. Monsieur le maire, vous aviez aussi la possibilité de demander des informations, donc je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, maintenant, vous analysez les choses d'une façon plus réservée, que vous ne voulez plus continuer, disons, dans la même direction. Je pense qu'on a surtout besoin de clarté maintenant. Quand je regarde les procès-verbaux des conseils d'administration de l'année dernière, je vois qu'il était possible, d'ailleurs, il y avait votre premier adjoint qui était aussi au conseil d'administration, il aurait pu aussi vous renseigner sur ce qu'il en était réellement de ces travaux. Je ne voudrais pas que vous nous refassiez donner les mêmes explications que vous pouvez les donner aujourd'hui concernant la SAREM,
concernant les travaux sur l'amphithéâtre, vous nous dites maintenant que vous ne saviez pas exactement quels étaient les prix de vente, ça n'était pas public. Donc, toutes ces explications concernant l'avenir de Blida, nous les avons eues. Moi, j'ai pris mes responsabilités au conseil d'administration l'année dernière. Je n'ai pas soutenu ce qui ne devait pas l'être. Et d'ailleurs, outre votre premier adjoint, je me souviens que donc, votre autre adjoint à la culture était enthousiaste sur la participation de la région, liée la participation de la région également, pour mettre dans ce projet dans le contrat de conception-réalisation du site de TCRM Blida, donc 9 millions d'euros hors taxes, réalisé par De Mathieu Hébert, il y avait une option de 650 000 euros pour le rehaussement de la salle de spectacle afin d'y tenir des spectacles inédits. Quelle est votre position réellement sur Blida? Est-ce que vous avez appris des choses depuis l'année dernière qui vous permettent de voir évoluer donc ce projet? Je vous remercie. Alors, Monsieur Lalou. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, une petite remarque générale et une question plus précise. Donc, il faut abondamment soutenir nos associations, clubs sportifs, avoir des infrastructures dignes du rang de notre ville. Hein. Et je me réjouis qu'il y ait enfin ce stade qui ait été édifié à la Grange-aux-Bois, puisqu'il y a bien longtemps que il y a bien longtemps qu'il était attendu par les sportifs et c'est mérité pour ceux qui l'ont souhaité, qui ont fait du bon travail sur le terrain depuis plusieurs années. Alors, je n'oublie pas aussi nos excellents centres de formation qui sont bien connus pour leur qualité. Hein. Là aussi, sur ce sujet, c'est un vecteur d'attractivité et du rayonnement de Metz. Et je sais que la précédente mandature s'était permis à plusieurs reprises des économies sur le dos des sportifs, comme sur cette association et plus globalement sur les clubs de Metz. Tout en ayant des élus dans ce même exécutif qui clamaient leur amour du sport et qui étaient volontiers donneurs de leçons, ce qui est un peu paradoxal, mais bon, on a l'habitude. Pendant ces 6 prochaines années, nous serons vigilants à ce sujet. Il faut préserver les subventions aux clubs amateurs qui ont une véritable valeur ajoutée dans ces quartiers, puisque le coût est largement compensé par les effets bénéfiques sur la santé et les valeurs du collectif et du dépassement de soi qui y sont promues. Et enfin, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, concernant l'association sportive Metz-Grange-aux-Bois, puisqu'il y a, semble-t-il, un partenariat qui gêne la ville de Metz. J'aimerais savoir où ça en est exactement, quels sont les échanges de la mairie de Metz avec l'association. Je vous remercie. Madame Grollet. Merci, Monsieur le maire. On peut constater combien les associations socio-éducatives sont des éléments essentiels dans la vie de nos quartiers. Faites pour créer du lien, elles ont été coupées net dans leur élan, dans leur activité par la pandémie, et elles ont su réinventer d'autres activités, enchaîner pendant l'été pour s'occuper notamment des plus jeunes, et engager cette rentrée, élan qui a été coupé net par le deuxième confinement de notre absurdistan. Alors, il faut évidemment soutenir leurs projets d'investissement et plus, nous serons à leur côté pour que la ville de Metz sache les aider à surmonter les difficultés financières qui vont arriver après cette crise et pour qu'elles puissent reprendre leurs activités variées, dont on a quelques exemples dans cette délibération, avec la GEC de la Corchade, la MJC Metz Sud et celle des 4 bornes. Alors, un point concerne donc la MJC des 4 bornes. Monsieur le maire, une réaction est attendue de votre part. Je vous ai signalé qu'un organisme hébergé par cette MJC, le CCIF,
Et après l'assassinat de Samuel Paty sous le coup d'une dissolution par le gouvernement, en tant qu'officine islamiste, je cite, œuvrant contre la République. La réponse que vous m'avez faite s'avère complètement inappropriée. Vous m'avez dit on ne peut pas restreindre la liberté d'expression. Certes, mais il y a aussi la liberté pour nous de ne pas subventionner, de ne pas accueillir dans des salles municipales des officines qui sont dangereuses pour la liberté tout court. Ce n'est pas que moi qui le dis, même si nous alertons depuis longtemps sur la dangerosité du collectivité contre l'islamophobie en France, ou prétendue telle. Et vous défendez donc la liberté d'expression de ces islamistes à Metz contre ce que nous disons. Et pire, vous avez glissé vers une comparaison avec le mouvement politique que je représente. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Le RN, le Rassemblement national, participe à la vie démocratique de notre pays. Il a rassemblé plus de 10 millions d'électeurs à la présidentielle. Et par cet amalgame entre une officine islamiste avec les ennemis de la France et nous, vous insultez tous ces électeurs. Factuellement, maintenant, monsieur le maire, le CCIF a été dissous en Conseil des ministres. Cette officine a bien son siège à la MJC des Quatre Bornes, alors que vous m'aviez affirmé que c'était juste une réunion qui y avait été organisée en octobre. C'était donc faux. Le CCIF, aujourd'hui, figure toujours sur leur documentation les associations hébergées, je cite, qui partagent avec nous une certaine idée des loisirs empreintes de lien social et de convivialité. C'est vraiment hallucinant en ces temps de prise de conscience en haut lieu. Dieu sait que les hauts lieux ont souvent été aveugles sur ce sujet, des dangers du séparatisme. Je vous demande donc encore une fois d'agir et je précise que nous ne nous opposerons pas aux subventions qui sont attribuées à cette MJC parce qu'il s'agit évidemment d'actions bénéfiques, notamment Bric-aux-Bornes, quelque chose de super et de positif. En revanche, votre attitude, monsieur le maire, demande à être revue. Voilà, on fait un débat pour 2 points, heureusement. Donc, Madame Grollet. Oui, monsieur le maire, vous voyez qu'on peut parler de beaucoup de sujets différents, avec une grande ouverture d'esprit, puisque sur ce point-là, qui était très attendu, on revient en fait sur une réforme. C'est vrai que c'est un peu une maladie française de faire des réformes scolaires. Et je me souviens que lorsque Dominique Gros a suivi avec empressement cette demande du gouvernement de passer aux 4 jours et demi, dès la rentrée 2013, en anticipant en fait en quelque sorte l'obligation, et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait aussi à WAPI, le débat a eu lieu. Et entre-temps, vous avez changé d'avis, semble-t-il. Moi, je considère toujours que cette énième réforme était malvenue. On peut retourner tous les arguments de toute façon dans les deux sens, hein, la désynchronisation des rythmes biologiques des enfants, la journée trop longue ou la semaine trop longue, le creusement des inégalités. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2013, à Metz, le manque de concertation avait d'abord choqué les parents, comme d'ailleurs les enseignants, le milieu éducatif et le périscolaire. Le coût important d'application, c'était 900 000 € pour la ville de Metz, mais les moyens n'ont pas été mis forcément pour que ces nouveaux rythmes soient un plus pour les familles qui ont été obligées dans l'urgence donc de bouleverser leur organisation, notamment professionnelle. Alors aujourd'hui, on revient au système de 2008. J'aurais préféré qu'on ne le change pas si c'était pour le faire dans ces conditions. Et je reconnais que votre élection légitime cette décision. En revanche, la méthode, le calendrier nous paraît précipité. Comment peut-on imposer en cours d'année scolaire un tel changement aux enfants, aux parents, aux enseignants, au milieu scolaire, encore une fois, et aux périscolaires, et aux associations qui ont des activités dont ces enfants vont pouvoir mieux profiter le mercredi matin? Comment leur imposer cela en cours d'année? On leur a déjà beaucoup demandé en 2020, et je pense particulièrement aux différents protocoles sanitaires de réouverture des écoles.
Il faut laisser le temps à chaque partenaire de bien organiser cette nouvelle vie autour de l'intérêt premier de l'enfant. On a l'impression un peu d'un passage en force. Aujourd'hui, la priorité du quotidien scolaire, périscolaire, des parents, des enseignants, c'est encore de rattraper les acquisitions qui ont été moins bien faites pendant le temps du confinement, et également d'appliquer les protocoles sanitaires, ce qui est un casse-tête dans les écoles. La priorité, elle est de respecter ces conditions les plus essentielles au bien-être des enfants et à leur réussite. Maintenant, sur le plan mercredi, évidemment, c'est une offre intéressante qui va être faite et qui a certainement demandé un travail important pour proposer aux élèves, aux petits messins, donc des activités variées et enrichissantes. J'ai noté un point sur l'aide aux devoirs, qui doit être renforcée. Aujourd'hui, il y a une aide déjà renforcée dans les quartiers politiques de la ville, mais certainement beaucoup de quartiers messins ont des populations qui ont du mal, des parents ou des familles qui ont du mal à aider leurs enfants. Parfois des familles monoparentales qui en manquent de temps en rentrant du travail, ou bien des parents qui n'ont pas les codes donc pour aider leurs enfants dans les devoirs. Donc cette aide renforcée, elle serait méritée dans tous les quartiers de Metz, dans toute la ville de Metz. Et ce qui est fait actuellement dans les écoles, il est marqué que c'est fait par des enseignants volontaires. Oui, mais il y a un problème de concurrence avec les APC, les activités pédagogiques complémentaires, qui occupent déjà les enseignants aux mêmes heures. C'est cette aide aux élèves en difficulté. J'aimerais aussi savoir quels vont être les indicateurs d'évaluation de ces activités, de ces nouvelles activités du mercredi. Il est évoqué un comité de suivi et d'évaluation en début d'année prochaine. Je ne sais pas si c'était sur l'ancien contrat enfance-jeunesse ou si c'est prévu spécifiquement pour ce projet. Et enfin, deux remarques. Une sur la formation qualifiante qui est prévue pour les agents d'encadrement, c'est évidemment important. Le bien-être des enfants, il est lié évidemment au bien-être de ceux qui les encadrent et à leur montée en compétences pour sortir souvent de la précarité liée à leur statut. Et une dernière petite remarque concernant l'allemand qui est dans les intentions des occupations de ce plan mercredi et de cette nouvelle organisation, faire progresser l'enseignement et la capacité à parler la langue de notre voisin, et faire une demande pour une des deux écoles biculturelles que nous avons aujourd'hui à Metz, qui demande en ces temps de confinement où on ne peut pas depuis début 2020, ils n'ont pas pu avoir d'échanges en direct, ils n'ont pas pu se rendre dans leurs écoles partenaires en Allemagne. Et il y a une demande de l'école biculturelle Gaston Hoffmann, tout simplement d'avoir un jeu de tablettes qui leur permette de remplacer les échanges en direct par des échanges et du travail en commun avec les enfants allemands. Je pense que ça serait une belle façon de faire progresser nos relations transfrontalières. Je vous remercie. Madame Grollet. Merci. Sur ce label Ville Amie des enfants avec l'UNICEF, donc la ville de Metz brigue à nouveau, avec 16% d'enfants jusqu'à 14 ans et 25% encore jusqu'à 25 ans, c'est 50 000 Messins, 40% des Messins qui sont concernés par cette politique. Les objectifs, ils sont de leur permettre de vivre à l'abri de la violence, dans un logement décent, que les enfants puissent rattraper les inégalités sociales existantes, d'œuvrer à l'inclusion des enfants porteurs de handicap, autant de besoins essentiels auxquels il faut évidemment veiller. Nous soutenons évidemment avec intérêt les actions des bénévoles de l'UNICEF en Moselle, et j'ai noté également cette campagne qu'ils font sur la santé des enfants et l'air qu'ils respirent. J'aurais aimé que le point soit présenté
en même temps que le plan d'action municipal de la mandature à venir pour l'enfance et la jeunesse, qu'on ne verra que l'an prochain. Pour le moment, cette délibération consiste en une déclaration d'intention, en quelque sorte. Les labels, ça peut être aussi l'occasion de communiquer. Il faut que derrière, il y ait de vraies actions, et c'est avec intérêt que nous suivrons ce qui sera proposé dans le prochain plan. Je vous remercie. Madame Voinson et Madame Tran. Alors, Madame Voinson. Oui, merci, Monsieur le maire. Les adultes relais, comme pour les contrats aidés, le gouvernement Macron les avait jugés en 2017 coûteux et inefficaces. Pourtant, la médiation sociale occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les territoires pour la régulation des rapports sociaux au sein d'une société de plus en plus complexe. Les adultes relais participent à cette démarche qui consiste à favoriser les passerelles entre des mondes différents qui ne se côtoient pas ou plus, qui ne se comprennent pas ou plus. Le problème du financement du reste à charge pour les employeurs constitue la principale difficulté du dispositif dans un contexte financier actuellement difficile. En effet, le montant de l'aide de l'État ne suffit pas à financer entièrement le coût d'un poste d'adulte relais, entendu au sens large, c'est-à-dire au-delà du salaire et des charges, en tenant également compte du coût de la formation, de l'encadrement et d'autres frais annexes. Ces actions de formation pour les adultes relais est une obligation, est une nécessité. Il faut garantir un vrai parcours de formation afin que les adultes relais soient efficaces dans leur poste. Elle est essentielle à la réussite du dispositif, à la bonne réalisation des missions par l'adulte relais, mais également pour sa sortie positive du dispositif au terme des 3 ans. Il faut également prévenir toute forme de précarisation de ces postes. Les 3 années du contrat d'adulte relais doivent constituer l'opportunité de développer de nouvelles compétences transférables à d'autres métiers ou dans d'autres structures. C'est le devoir de la municipalité. Il ne faut pas que la ville de Metz considère ce dispositif comme un effet d'aubaine pour combler momentanément des manques dans l'action sociale des quartiers où le besoin de présence humaine est très important. C'est classique, selon un rapport du Sénat, l'objectif de cohésion sociale peut être considéré comme globalement atteint. Cependant, il apparaît que la formation n'est pas toujours assurée correctement. D'après l'enquête annuelle de la CGET, la Commission générale de l'égalité du territoire, 3 adultes sur 5 ont une sortie positive, soit 58% d'entre eux. Pour les autres, c'est le retour à la précarité. Nous pensons que la ville doit se saisir de l'offre de l'État, et encore 3 postes, c'est peu pour une ville de la taille de Metz, mais on manque d'informations. Quel mode de recrutement, quelle fiche de poste, la prévention est un métier, le travail social aussi. Je cite une enquête de l'Express, Grand Frère, le retour, de juillet 2018 sur les adultes relais. Le spectre du clientélisme plane toujours. On sait juste que la ville veut recruter ces adultes relais parce qu'elle a un déficit d'information sur les impressions des habitants de QPV. C'est très imprécis. Je vous remercie, Monsieur le maire. C'était pas complètement épuisé, puisque j'ai une demande d'intervention de Madame Voinson, donc je vous donne la parole. Oui, merci Monsieur le maire. La tolérance zéro est appliquée à Metz pour le stationnement en voirie. Avec le matraquage fiscal du méchant automobiliste, il y a peut-être une voie médiane, une voie de bon sens. Circuler dans la ville est de plus en plus difficile et le prix du stationnement est prohibitif. La verbalisation à outrance oblige les automobilistes à délaisser le centre-ville de Metz et à renoncer à se déplacer après avoir été verbalisés au profit des parkings gratuits en périphérie dans les centres commerciaux. Quel signal donne la ville de Metz à part un harcèlement et une chasse aux consommateurs Avec 318 565 contrôles de plus par rapport à 2018, les recettes ont augmenté en conséquence pour atteindre la somme de 1 409 495,24 € en 2019. C'est énorme. Le versement à la métropole a augmenté de ce fait de 497 369 € par rapport à 2018. Les automobilistes qui payent ces FPS sont souvent des usagers de courte durée, tels les visiteurs, qui sont souvent confrontés à d'importantes difficultés de stationnement. La politique du stationnement est un outil essentiel des politiques publiques de mobilité et de l'aménagement urbain. Il y est question de partage de l'espace public,
de l'attractivité, du dynamisme et donc de la richesse d'un centre urbain. En 12 ans, plus de 5000 places de stationnement gratuites ont été supprimées à Metz et le prix du stationnement n'a cessé d'augmenter. Nous souhaitons donner plus de pouvoir d'achat. Il devient urgent de transformer des places de stationnement en zone bleue ciblée, d'appliquer un stationnement gratuit de 2 heures et pas tout gratuit. Il y a d'autres moyens d'inciter les gens à laisser leur voiture. La gratuité des navettes du centre-ville a pour but de soutenir les commerces et d'apporter un gain du pouvoir d'achat aux clients. Il a été décidé ponctuellement en raison de la crise Covid et jusqu'à la fin de l'année, mais c'est trop peu. Surtout que cette mesure de gratuité reste inconnue du plus grand nombre. Nous demandons une campagne de communication sur cette offre. La situation est loin d'être rétablie. Il faut qu'on puisse accéder facilement sans voiture au centre depuis les quartiers. Nous souhaitons que la gratuité de la navette atteigne son but, augmenter la fréquentation du cœur de ville. Je vous remercie. Merci.